Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux aujourd'hui de faire cette vidéo en compagnie de Quentin Dessalles qui va nous parler de réglementation des banques, de compliance, des contraintes auxquelles les banques sont soumises. Je pense que tous, on a eu maille à partir avec les banques, que ce soit pour parfois juste ouvrir un compte, pour la réception de virements, pour l'envoi de virements, pour la réception de paiements, etc. Et on a tous été plutôt fatigués, en tout cas c'est clair, dans mon audience, voilà, vous avez tous eu maille à partir. Et en plus de ça, avec des gens qui s'intéressent à la crypto, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes allés dans cette direction pour certains. Et on va donc venir démystifier tout ça aujourd'hui, amener de la compréhension du contexte dans les réglementations et les contraintes auxquelles sont soumises les employés des banques. Pourquoi elles demandent certaines informations lors de l'ouverture d'un compte, la réception d'un virement, l'envoi d'un virement, et puis savoir aussi quand est-ce qu'elles abusent dans les demandes qu'elles formulent ou dans les blocages qu'elles effectuent, que ça soit du fait d'un employé un peu trop zélé, on va dire, ou par des informations totales du côté de la personne que vous avez en interlocuteur. Voilà, je suis très heureux d'avoir Quentin Dessalles avec moi et je remercie d'ailleurs Augustin de Mantière qui nous a mis en relation, qui m'a parlé de Quentin et qui est spécialisé justement dans tout ce qui est compliance, avec un très beau parcours au niveau des banques. Je t'invite et pas que d'ailleurs, et je t'invite à te présenter Quentin si tu veux bien. Merci Cédric, et puis bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Quentin Dessalles, j'ai effectivement fait 17 ans dans les banques. Je dirige actuellement la practice conformité dans un cabinet de conseil, CMG Consulting Group, et je viens d'achever un executive MBA à la London Business School. Alors j'ai travaillé tout de suite dans les banques, d'abord dans les risques, et puis ensuite je suis entré dans l'audit à l'inspection générale d'une des banques et j'ai fait plus inspections générales pour ensuite aller dans le conseil. Et effectivement, l'audit, on s'intéresse beaucoup à la compliance, à la conformité. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Euh, donc, je ne m'ennuie pas dans mes journées. Et du coup, en tant que consultant et auditeur, en fait, j'ai vu beaucoup de choses dans beaucoup de banques, en particulier sur la conformité. On a voilà, pas mal de questions à te poser aujourd'hui qui, je pense, vont éminemment intéresser les gens qui vont nous écouter. Notamment, si quand vous vous retrouvez face à ça, au moins vous aurez une bien meilleure compréhension de OK, qu'est-ce qui se passe, pour quelles raisons ça se passe, et aussi de bon, est-ce qu'ils abusent ou pas? Parce que c'est des choses qui arrivent. Et pour mettre d'ailleurs du contexte, moi j'ai provoqué cette vidéo sur ma chaîne parce que il y a de ça un mois, j'ai eu le blocage d'un virement de 50 000 euros qui, voilà, du côté de la banque, je ne vais pas citer la banque en question, mais ils m'ont bloqué pendant, il a fallu que je bataille plusieurs jours pour arriver à faire celui-ci. J'ai eu des choses où on me demandait, voilà, après le virement, qu'est-ce que j'allais faire de cet argent, pour quelle utilisation c'était, et je trouvais que ça poussait le bouchon un peu loin. Je me suis dit, ok, si ça se trouve, je suis très mal informé et ils sont soumis à des contraintes, et c'est pour cette raison qu'ils demandent ce genre d'informations, ou peut-être qu'ils abusent effectivement. Et je me suis dit, comme c'est un sujet où j'en entends parler en permanence, je me suis dit, bon, ok, on va faire une vidéo sur le sujet avec un expert et on va venir démystifier tout ça. Avant de poursuivre, je vous préviens que j'ai réouvert les portes de ma communauté privée jusqu'au 12 juillet, donc on est le 11, ça veut dire demain, voilà. Si jamais elles sont fermées au moment où vous regardez cette vidéo et que ça vous intéresse, vous avez donc le lien en description. C'est une communauté qui regroupe des entrepreneurs qui s'intéressent aussi à l'investissement, au développement personnel. C'est francophone, international. On est près de 120 membres au moment où je fais cette vidéo, avec des gens en Belgique, en Suisse, à Dubaï, en France, au Portugal, en Estonie, en Slovaquie, à Maurice, etc. C'est sélectif, une extrême qualité dans les échanges. On a d'ailleurs Hugo de la chaîne H Fiscalité Investissement qui nous a rejoint hier, qui m'a fait très gentiment poster un message pour le dire sur LinkedIn. Donc, si jamais c'est fermé au moment où vous voyez cette vidéo, vous pouvez quand même remplir le formulaire et vous serez du coup prévenu quand les portes rouvriront. Voilà pour l'instant publicité et on va pouvoir attaquer du coup les différentes questions
que je vais pouvoir poser à Quentin. N'hésitez pas à réagir d'ailleurs en commentaire, hein, si vous avez des remarques, des questionnements, mettez-les. Je les relayerai à Quentin et potentiellement il pourra regarder aussi les commentaires dessous de la vidéo pour vous répondre. Alors avec son emploi du temps qui est le sien, hein, ne vous attendez pas à des réponses dans une minute ou même dans la journée, mais il fera de son mieux de son côté. Je précise qu'il vient partager son expérience et ses connaissances gratuitement pour le plaisir d'apporter de la valeur. Donc, merci beaucoup, Quentin, pour ça. Alors, tu nous as expliqué effectivement donc ton parcours. Est-ce que, en termes de formation, est-ce que tu as suivi un cursus spécifique en mode, OK, expert en conformité et banque? Qu'est-ce qui t'a amené déjà, toi, sur ce domaine précis? Ça a été à un moment donné, OK, quelque chose qui t'intéressait particulièrement? C'est les hasards de la vie et de la vie professionnelle notamment. Comment tu en es arrivé à avoir une expertise dans ce domaine? Alors, à hasard de la vie, quand on travaille dans la banque, travailler sur de la conformité, c'est pas un hasard, hein. On peut pas l'éviter. C'est-à-dire, quel que soit le métier qu'on fait dans la banque, la conformité, ça fait partie du métier de la banque de manière intégrante. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé par travailler sur les risques, donc un sujet un peu différent, mais très vite. La conformité, ça a été, enfin, au fur et à mesure où j'ai évolué dans la banque, donc quand je suis entré à l'inspection générale, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'audit interne de la banque. Donc, ils vont vérifier dans la banque si les choses se passent bien, si les risques sont bien maîtrisés, couverts, et que la banque ne fait pas n'importe quoi. Et le premier risque, la première chose que la banque peut faire mal, c'est de ne pas respecter les lois, de ne pas être conforme. Et dans les banques, des lois, il y en a énormément. Et c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Et du coup, on ne peut pas faire l'économie de s'intéresser à la conformité quand on travaille dans la banque. Ou que ce soit, moi, c'était via l'audit interne, mais votre conseiller bancaire que vous avez en face de vous, il a lui aussi ou elle aussi des formations sur la conformité régulièrement. Et à tous les échelons de la banque, on a des formations, on est obligé de s'intéresser à la conformité. Alors, on est obligé, mais bon, c'est aussi un vaste sujet. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail. Quand on a, voilà, on va dire, c'est un métier d'avenir, hein. Donc, j'en ai fait même mon métier. Et du coup, ça me donne de la perspective parce que non seulement il y a beaucoup de travail, mais le régulateur, notamment le régulateur européen, il a plein d'idées de réglementation. Et donc, ça s'accumule. Donc, non seulement j'ai du travail, mais j'ai du travail pour longtemps encore. Donc, je suis pas encore, je suis pas près de trop de chômage avec ce sujet-là, qui par ailleurs est très intéressant parce que ça évolue sans arrêt. Donc, on s'adapte, on apprend beaucoup et on va voir tous les aspects d'une banque via cette thématique. Donc, voilà un peu comment je suis tombé dedans et pourquoi je m'y intéresse tant à ce sujet. Ok. Donc, tu confirmes qu'effectivement, on en est déjà à une plâtrée et que ça s'accumule. Et c'est ça. Bon. Et alors, pourquoi c'est si important et concrètement, globalement, à quoi ça sert? Bon, on entend parler, bien sûr, toujours de la rengaine habituelle, le blanchiment d'argent, le terrorisme, mais est-ce qu'il y a... Effectivement, il y a beaucoup plus. Alors, effectivement, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est un sujet très, très important en termes bancaires et on va peut-être en parler par rapport au thème des virements. Mais ce n'est pas le seul. On a tous entendu parler du RGPD. Les banques traitent énormément de données personnelles. Donc, c'est un gros sujet aussi. La protection clientèle. Il faut savoir que quand vous êtes client d'une banque, vous êtes assez protégé. Et la banque doit faire attention à ce qu'elle vous propose, conseille, vend, suivant la façon dont on voit les choses, comme produit. Donc ça, c'est un sujet aussi sur lequel le régulateur, il rigole pas, hein. On ne vend pas n'importe quel produit à n'importe qui. On peut citer aussi les abus de marché. Voilà, il y en a énormément de thématiques. Alors, les abus de marché, pour faire une petite digression là-dessus,
C'est pour s'assurer que les gens ne manipulent pas les cours des actions ou des actifs. Et les banques doivent surveiller les transactions qui passent. Donc, il y a deux aspects dans les abus de marché. Il y a d'abord s'assurer que les clients des banques ne jouent pas à manipuler les cours. Alors, il y a plusieurs techniques de manipulation de cours. Euh, et les banques doivent s'assurer doivent surveiller que les transactions soient correctes. Et le deuxième morceau des abus de marché, c'est en interne dans la banque, il faut s'assurer que les traders ou les acteurs de marché ne jouent pas à ce même petit jeu d'échanger des informations sous le tapis ou de manipuler, par exemple, les indices, hein, comme ça a pu être le cas par le passé. Donc, c'est un très gros sujet et encore une fois, des enjeux assez gigantesques. Il faut comprendre, hein, c'est que toutes ces réglementations, c'est pas juste pour le plaisir, hein, ça touche à plein d'aspects de notre société, en fait. Donc, par exemple, le RGPD, la protection clientèle, c'est nos droits en tant que citoyens et consommateurs. C'est pour nous protéger. La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, on comprend bien, hein, c'est pour la sécurité de nos sociétés, hein, pour éviter que les trafiquants de drogue blanchissent leur argent, que les terroristes achètent leur Kalachnikov. Enfin, c'est des choses assez importantes. Et puis, de manière plus générale, pour le fonctionnement de l'économie, le bon fonctionnement, les abus de marché, c'est un exemple. Pour s'assurer que l'économie fonctionne correctement et de manière juste, il y a des lois, il y a énormément de lois qui tombent sur les banques. Du coup. Alors justement, sur la partie blanchiment d'argent, c'est vrai qu'on parle souvent du côté vendeur de drogue, etc. Mais il n'y a pas que ça. Je relève ce point parce qu'on a une espèce de fantasme, mais on parle tout de suite. Mais il y a des choses beaucoup plus, je dirais, prosaïques, beaucoup plus terre à terre en termes de blanchiment. C'est aussi, enfin, tu vas me corriger potentiellement, mais tel que je perçois, c'est aussi le fait de faire en sorte que l'argent aurait dû potentiellement aller, par exemple, de la TVA, faire des mouvements bancaires de manière à brouiller les pistes et à blanchir en quelque sorte l'argent en question. Donc, c'est pas seulement pour le côté vendeur de drogue, quoi. Tout à fait, hein, c'est très large. Alors, bon, les fraudeurs et les blanchisseurs ont beaucoup d'imagination. Ça peut être la vente de drogue, mais ça peut être aussi, effectivement, tu l'as cité, la fraude fiscale. Ça peut être toute activité finalement illicite. Ça peut être aussi la violation d'embargo ou tout simplement si je suis un oligarque russe sous sanction, je ne peux pas faire ce que je veux de mon argent. J'ai une partie de mon argent bloqué et ça se fait pas par magie. Hein. C'est les banques qui surveillent que la société domiciliée à Panama, est-ce qu'elle appartient pas à un oligarque russe que derrière et voilà, il y a beaucoup de surveillance là-dessus. Donc effectivement, la lutte contre le blanchiment, c'est très très large et les scénarios et les raisons pour lesquelles certains veulent blanchir, c'est très vaste. Donc, en principale raison pour lesquelles la réglementation est aussi contraignante du côté des banques, c'est le blanchiment, qui est effectivement financement du terrorisme, manipulation de marché et le RGPD. Je dirais que c'est peut-être les quatre principales raisons. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment les quatre majeures? C'est les plus gros et c'est en tout cas les plus visibles dans notre cas. Après, il y a beaucoup de réglementations sur la stabilité des banques pour s'assurer qu'elles sont solides et que les gens peuvent avoir confiance dans le système bancaire. Ça, c'est peut-être moins visible du grand public, mais c'est aussi très, 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 très important en termes de réglementation. Donc, pour ceux qui ont entendu parler de BAL 2, BAL 3, BAL 4, ça, c'est des réglementations pour s'assurer que la banque est solide. C'est aussi un aspect qui est très important dans le monde bancaire. C'est plus du ressort de la gestion des risques à proprement parler. Mais voilà, il faut savoir que en fait, la liste pourrait s'allonger à l'infini. Mais si on parle des principaux sujets de conformité, ceux que tu as cités couvrent déjà en gros morceaux. Et en tout cas, on va dire les plus gros enjeux pour les banques. Rien que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour donner une idée, c'est la plus grosse amende qui ait lieu, c'est dans ce sujet-là.
C'était il y a quelques années, c'était BNP qui a pris une amende de 10 milliards de dollars. Parce que ça fait mal déjà, hein. Sans compter Les bien States, sûr. c'était pas les C'était aux États-Unis. États-Unis, Ouais. effectivement. Aux États-Unis, ils ont la main lourde hein, sur les amendes. En Bah, France, surtout que c'est une société qui n'est pas comment donc là, dire. ça donne une petite saveur, un petit plaisir supplémentaire de mettre une amende à une banque étrangère, au point de vue des États-Unis. Mais pour dire que les régulateurs, ils rigolent pas avec ces sujets-là, hein. Et la lutte contre, enfin le blanchiment, faut savoir que c'est quand même 1600 milliards de dollars par an, hein. C'est presque 3% du PIB mondial. C'est gigantesque, hein. On a l'impression que, on entend parler de temps en temps, mais c'est tout petit. Non, c'est un très, très gros sujet. Et c'est pour ça que les autorités vraiment ne rigolent pas avec ça et que les banques sont très surveillées sur ce sujet. D'accord. Ok. D'ailleurs, je précise effectivement, juste pour la parenthèse, et ça me semble pertinent et intéressant, que les États-Unis, avec leur dollar, ont une extraterritorialité de leur loi, en fait. Et ils ont dit, OK, à partir du moment où vous utilisez du dollar, bah, en clair, vous relevez de la loi américaine. Et si vous faites des choses où nous, on disait que il fallait pas le faire, bah, c'était le cas, il me semble, pour BNP. Ils ont fait des transactions qui étaient en dollars et du coup, ils relevaient du côté des États-Unis, d'où cette amende record de 10 milliards. Alors, pourquoi, du coup, les banques commencent à comprendre, mais demandent-elles autant d'informations à leurs clients? Et je vais faire une liaison directement par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'elles risquent s'ils ne le font pas? Donc, effectivement, on l'a vu, les enjeux sont énormes hein, pour les banques. Des très grosses amendes potentielles, à risque d'image aussi qu'il faut pas négliger. Et du coup, bah, pour la lutte contre le blanchiment, eh ben, il n'y a pas 100 000 façons de lutter contre le blanchiment. Il faut comprendre pourquoi les clients font leurs transactions. Et en particulier, comprendre les transactions un peu inhabituelles. Donc, du coup, elles vont demander énormément d'informations aux clients, que ce soit à l'entrée en relation, c'est-à-dire quand on va voir sa banque pour la première fois, on ouvre un compte bancaire, hein, que ce soit en ligne ou en agence. Il y a un petit paquet de papiers à fournir, des pièces d'identité, parfois plusieurs pièces d'identité. Enfin, il y a beaucoup de choses à donner. Euh, à ce titre, il y a une petite anecdote, hein. Je discutais avec un, un- un directeur d'agence, et l'agence elle était située juste à côté de l'Assemblée nationale. Et il m'expliquait que bah, il avait beaucoup de difficultés avec il avait des clients qui étaient des députés, hein. Il avait quelques difficultés sur cet aspect, demander beaucoup d'informations parce que les députés lui disaient, mais vous vous rendez pas compte, pourquoi vous me demandez tout ça? Moi, j'ai pas le temps, je suis quelqu'un de très occupé, et puis vous savez qui je suis, pourquoi vous me demandez ça? Et le directeur d'agence de leur répondre, et monsieur, madame la députée, c'est la loi. Vous le savez bien, vous l'avez voté. Je dois vous demander toutes ces informations. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être un peu, voilà, un peu choquant que la banque demande tant d'informations, mais la banque le fait pas forcément pour le plaisir, hein. C'est pour voilà, comprendre à qui elle a affaire, parce que la loi le lui demande, et pour derrière comprendre, voilà, comment l'argent est utilisé et surtout s'il n'est pas utilisé à des fins illégales. Oui, d'où il provient et comment les Exactement. exploiter derrière. Oui, parce que c'est vrai que quand il y a parfois des choses qu'ils nous demandent, on trouve ça extrêmement intrusif, en fait. Je dois avouer que moi-même, il y a des fois où je me dis: «Ouais, d'accord, ils demandent ça, c'est pour accumuler de la donnée sur les clients. C'est, purement pour, tu vois, améliorer, ensuite leur targeting d'offres et cetera». Mais en fait, eh ben, pas vraiment. C'est alors, tiens, d'ailleurs, c'est une question que j'avais pas prévue, mais ce serait peut-être intéressant de savoir s'ils exploitent quand même ces données, parce que au niveau du RGPD, ils ont pas le droit de vendre les données, mais ils ont le droit de les exploiter pour eux. Donc, enfin, me semble-t-il, avec pas particulièrement de limites, tant que ça reste effectivement dans le cadre de leurs activités. Donc, OK, il y a la loi, ils sont obligés effectivement de demander tout ça. On pourrait se demander si, voilà, et moi j'ai tendance à être un peu comme ça, dire: «Ouais, est-ce que ça les arrange pas aussi derrière
que les lois soient ainsi faites? Et est-ce qu'il n'y a pas eu un peu peut-être du lobbying pour pousser dans cette direction? Parce que ça leur permet d'accumuler de la donnée client et ça a de la valeur pour ensuite ben, profiler et améliorer certainement les mesures, les probabilités de risque qu'un client par exemple, quand il va contracter un crédit, plus ils ont d'infos, plus ils ont une vision claire du risque et plus ils vont pouvoir générer de l'argent à ce niveau-là. Donc voilà, ça, on ne sait pas, et je subodore que ça les arrange bien et peut-être même qu'ils ont poussé en ce sens sur un côté de demander beaucoup aux clients en termes d'informations. Mais derrière, est-ce qu'ils les utilisent et qu'ils exploitent aussi ces informations pour leurs propres activités, ce qui est, au regard de la loi, absolument autorisé? Mmh. C'est une bonne question, hein. Alors, effectivement, les banques ont énormément d'informations, hein. Google connaît presque toute ma vie, mais ma banque connaît encore plus. Euh, euh, alors, elles ont le droit d'utiliser l'information, elles doivent quand même demander l'accord du client. Alors, demander l'accord du client, c'est pas très compliqué, hein. Faut qu'il y ait une case en bas d'un formulaire long comme ça qui dit voilà, on a le droit de le faire, vous pouvez vous y opposer, mais voilà, si vous ne pensez pas cocher la cage ou à la décocher suivant le cas, eh ben, effectivement, ils vont exploiter la donnée. Ils peuvent exploiter la donnée pour beaucoup de choses, hein. Les banques, elles utilisent la donnée pour proposer des produits, aussi prendre le risque de crédit si jamais vous voulez contracter un crédit. Le but du jeu pour la banque, hein, c'est de connaître au mieux son client pour savoir si il ou elle est capable de rembourser le crédit. Donc effectivement, les banques, alors je ne peux pas dire elles sont contentes de récupérer toute cette information sur la LCBFT parce que c'est très lourd pour elles, c'est quand même beaucoup de travail, c'est très coûteux. Mais si elles peuvent l'utiliser aussi pour leur activité commerciale, euh, avec l'accord du client, eh bien, elles le font. Et d'ailleurs, si vous regardez vos contrats, regardez, il y a sans doute une petite case en bas, en fond d'un formulaire qui dit qu'elles utilisent vos informations pour ce qu'elles veulent. Alors, elles ne peuvent pas les transférer comme ça quand même. Il y a quand même une notion de secret bancaire. Elles ne peuvent pas vendre les informations et, vos données bancaires sont protégées. Elles ne peuvent pas être divulguées sauf des exceptions très particulières, notamment quand il y a du blanchiment ou du financement de terrorisme, s'il y a un organisme officiel qui demande des informations ou un huissier ou des choses comme ça, là, la banque est tenue de donner des informations. Mais sinon, elle n'a pas le droit de transférer l'information à des tiers. Bah, si c'est l'État qui vient demander, ok, on veut des informations, ils donneront, ça c'est clair. Ça, on n'y coupe pas, surtout si vous êtes soupçonné de fraude fiscale. Voilà, c'est pas, la France n'est pas un paradis fiscal. Donc, l'État a le droit de demander des comptes aux banques et des informations aux banques. Et d'ailleurs, je fais encore parenthèse, mais ça me fait penser au fait que potentiellement, c'est peut-être pour ça que on parle beaucoup d'historique bancaire, de créer un historique bancaire, etc. Parce que, en fait, ça permet de créer de la confiance avec la banque dans le sens où plus vous allez faire passer les transactions, en fait, plus vous allez fournir d'informations à la banque, plus elle vous connaît et plus elle peut estimer correctement le risque associé à votre profil. Tout à fait. Alors, sur les risques, si une banque ne respecte pas les réglementations, je vais revenir dessus, mais ok. Est-ce que les risques sont différents si c'est le gars lambda qui veut faire son virement de quelques milliers d'euros et qui se fait bloquer et voilà. Qu'est-ce qu'elle risque à ce niveau-là alors, est-ce qu'elle risque quelque chose, ne pas faire son travail de récupération de données et ou est-ce qu'elle risque quelque chose si jamais effectivement l'argent, elle n'a pas fait son travail et que l'argent a servi à des choses qui étaient illégales? Alors, effectivement, elle risque. Le premier risque, c'est le risque de sanction, hein. La CPR, qui est l'organisme de supervision des banques, c'est le gendarme de la banque. Organisme d'État, hein, le collège peut mettre des sanctions à la banque, des sanctions pécuniaires. On a parlé de 10 milliards de dollars. Bon, c'était pour BNP aux États-Unis, mais en France, ça existe aussi, hein, et c'est des sanctions qui peuvent, hein, dans certains cas, être publiques. Donc, au-delà de l'aspect argent, eh ben, il y a l'aspect image de dire au monde entier, bah, écoutez,
la banque, elle a laissé passer des transactions qui étaient pas clean. Et parfois, ça peut être très embarrassant hein, pour une banque aussi. Donc, il y a aussi ce risque d'image qui est assez important. Là, récemment, il y avait par exemple ING qui a été épinglé parce qu'il y avait des Russes, des oligarques russes encore, qui blanchissaient l'argent depuis 2014, hein, depuis la mise en place des premières sanctions suite à l'invasion de la Crimée. Et ben, certains oligarques russes, allègrement, faisaient passer leur argent dans ING, enfin une filiale d'ING, voilà, pour blanchir leur argent. Et puis, parfois, ça peut être assez spectaculaire et pourtant très petit. Il y a un cas d'une banque, alors c'était un organisme de crédit, Crédit Conso. Et ben, tout simplement, les, euh, pour faire un attentat, hein, les frères Kouachi, pour acheter leur Kalachnikov, hein, ben, c'est pas très compliqué. Hein. Ils sont allés contracter, enfin, un de leurs copains est allé contracter un Crédit Conso. Ils ont récupéré l'argent en liquide et ils sont allés payer leur Kalachnikov avec et ils ont fait leur attentat. En termes de pub pour la banque, hein, voilà, on connaît mieux quand même. Donc, Ouais, après, voilà. Et ce c'est genre de choses là. très dur à repérer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas forcément des gros montants. Alors, je connais pas le prix de la Kalachnikov sur le marché noir, euh, mais c'est pas non plus, c'est pas des millions ou des milliards. Hein. Ouais, ça doit être quelques milliers d'euros. J'imagine. Et les banques sont obligées de chercher une aiguille dans une botte de foin pour essayer de repérer ce genre de situation. Et même si c'est extrêmement dur, l'enjeu est quand même assez important en termes d'image et de sanctions derrière. Ok, donc il y a eu dernièrement aussi quelque chose qui a fait échouer de la presse. C'est une pratique qui était en place depuis longtemps. Le terme exact associé m'échappe là, mais c'est le fait de vendre ses actions à une société à l'étranger ou aux États-Unis notamment, un peu avant la fin de l'année, et ensuite les racheter au début de l'année de manière à éviter de l'imposition à ce niveau-là. Ils en ont pas mal parlé dans la presse il y a quelques temps de ça. Mais en termes d'image, est-ce que je dirais l'image des banques me semble déjà aujourd'hui assez mauvaise auprès de la population globale. Donc, mais c'est vachement intéressant en fait notre échange parce qu'on se rend compte que la pression qu'on fait reposer sur elles est juste monumentale. Ouais, De leur effectivement. donner la responsabilité pour chaque de dire, enfin là l'exemple, comment arriver à tracer que quelqu'un d'autre va prendre l'argent pour ensuite le donner à quelqu'un sur des sommes pareilles, tout ça Très coûte dur. quasiment rien. Et en fait, en termes de coût, pour arriver à trouver quelque chose comme ça, pour respecter toute la réglementation, j'imagine que c'est juste, je n'arrive même pas à me le figurer, quoi. C'est juste phénoménal. Donc, Effectivement. C'est très compliqué. Le scénario que tu citais là sur la fraude fiscale, effectivement, de vendre des actifs et de les récupérer après et de blanchir fiscalement les dividendes, ça s'appelle le Comcom. C'est son petit nom. Et effectivement, il y a des banques qui, plus ou moins volontairement, se sont adonnées à ce genre de choses, qui ont permis à leurs clients de faire ce genre de choses. Et effectivement, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que à chaque fois, c'est une aiguille dans une botte de foin, que la banque, elle a d'énormes contraintes, hein, une énorme pression de la part des régulateurs pour repérer ce genre de situation. Et puis, elle n'a pas forcément de bonne presse non plus, la banque. Hein. Elle est obligée de faire ça et elle ne peut pas s'en plaindre vraiment auprès du grand public. Parce que je vois mal une banque dire désolé, ça coûte cher d'arrêter les terroristes, j'ai pas envie de le faire. Ça passe moyennement. Donc, elle est obligée de faire profil bas et d'essayer de faire son travail. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle va demander énormément d'informations, qu'elle va essayer de tracer et d'être parfois, on peut le sentir, hein, assez intrusive dans nos vies sur notre argent. alors justement sur quelque chose qu'on a été nombreux à expérimenter, la difficulté parfois de juste faire un virement. Alors aujourd'hui, souvent, Dieu merci, pour ma part, c'est beaucoup plus simple maintenant, notamment ma banque en Suisse, c'est un bonheur, ça me change la vie. Je peux créer un bénéficiaire immédiatement, faire les virements dans les secondes qui suivent, et j'aimerais m'y demander.
On m'a quand même demandé la source de mes, de l'argent que j'allais déposer sur le compte bancaire, mais ça a été léger, hein, franchement. Et bon, j'évoquais dans le contexte de cette vidéo le blocage qu'une banque avait mis en place du coup sur un virement que je voulais faire et il fallait que je bataille pendant plusieurs jours pour arriver à le faire débloquer, surtout qu'en l'occurrence, c'était vers Interactive Broker. Bon, c'est un des plus gros brokers au monde qui d'ailleurs n'était pas connu du conseiller. Et on m'a demandé aussi, ok, mais bon, bah, vous voulez envoyer votre argent sur Interactive Broker, d'accord, ok, alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un broker, d'accord. Mais vous voulez acheter quel type d'actif? Alors, déjà, on se dit, mais pourquoi ils bloquent mon argent? Pourquoi ça se produit? Pour quelle raison ils font ça? Surtout quand on a un bénéficiaire qui a pignon sur rue, qui est extrêmement connu, qui est même un établissement bancaire, en fin de compte, mondialement connu. Je pense aussi à une anecdote au niveau, parce que plusieurs fois au niveau des boîtes, j'ai eu parfois des virements entrants qui ont été bloqués. En disant, bah voilà, c'est un virement plus important que d'habitude, justifiez-nous. Ok, mais c'est un client avec lequel je travaille depuis longtemps, c'est pas le premier virement. Enfin, Donc voilà, parfois on a vraiment l'impression, mais que ça fait fi du bon sens. Enfin, il n'y a pas de bon sens en fait. Il y a pas aucune gérer intelligence, quoi. Il suffit de regarder la situation, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. On m'avait même demandé, à un moment donné, de justifier un virement qui avait été fait aux impôts. Et c'est les impôts. Enfin, voilà, parfois on a vraiment l'impression que ça marche sur la tête. Alors, pour quelle raison on a ce genre de choses? C'est parce que ok, globalement, c'est de l'automatique. Parce que on a des gens, en fait, qui ont tellement de choses, tellement de contraintes, tellement de trucs à regarder que s'ils se mettent à regarder le cas particulier de chacun des clients, des alertes automatiques qui sont remontées par la banque, bah, en fait, ils auraient plus de vie, quoi. Il ferait que ça, ils n'auraient plus du tout la place pour faire quoi que ce soit d'autre. Alors, j'extrapole par rapport à ma propre interprétation, et puis je dois avouer que nos échanges créent une certaine empathie pour ces pauvres employés des banques. Et donc, voilà, est-ce que ce que j'évoque est juste par rapport à, voilà, parfois ce non-sens qu'on peut percevoir à avoir des blocages et des demandes de justification sur certaines choses? Ouais, ta description est juste, hein, c'est-à-dire que pour se conformer à ces réglementations, la banque, elle a deux outils, hein. Le premier, c'est détecter de manière automatique les transactions qui sont inhabituelles, on va dire. Et puis, le deuxième, c'est un humain qui va prendre l'alerte en question et qui va essayer de la traiter et comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, les banques le font plus ou moins bien. C'est-à-dire ces deux morceaux-là. Les systèmes de détection, parfois, ils valent ce qu'ils valent. Alors, ils s'améliorent, hein, notamment avec l'intelligence artificielle. Ils commencent à avoir des alertes plus pertinentes, à essayer de limiter le nombre de faux positifs sans louper des cas réels. Et donc ça s'améliore, mais bon, c'est jamais parfait, hein. Tu citais un virement vers les impôts. L'outil de détection automatique, il avait peut-être pas paramétré que si c'est les impôts, le risque est faible. Il a juste vu un virement inhabituel vers une contrepartie, parce qu'on ne fait pas des virements vers les impôts tous les jours forcément. Donc une contrepartie inhabituelle, et donc il a levé l'alerte. Est-ce que c'était pertinent? Visiblement non. Mais voilà, ces outils, ils sont imparfaits et ils peuvent être améliorés. Et puis le deuxième maillon de la chaîne, hein, c'est l'humain, c'est-à-dire l'employé de la banque, qui reçoit l'alerte et qui dit, bon, est-ce que c'est une vraie alerte ou est-ce que c'est une faux, enfin, tout est normal. Et là, c'est le facteur humain, hein, personne n'est parfait. Mais effectivement, il faut comprendre que le pauvre employé de banque, il a quand même un peu de pression pour pas laisser filer le prochain terroriste ou le prochain blanchisseur d'argent. Donc, quand il voit un virement inhabituel, il va poser des questions. Et il va poser des questions. Alors, des questions sur l'origine des fonds, très souvent. Combien, hein, voilà, d'où ça vient cet argent, c'est pas habituel. Et puis, où est-ce que ça va? On n'en a pas parlé, mais il y a un autre cas où l'humain, il y a une détection automatique, il y a un humain qui traite. C'est pas le blanchiment, c'est tout simplement la fraude.
si quelqu'un essaie de simplement voler votre argent, alors dans ce cas-là, on est bien content que la banque pose des questions quand même, euh, surtout si c'est une fraude avérée. Mais parfois, c'est plus ou moins efficace. Moi, le dernier cas, j'avais vendu mon appartement, donc forcément une grosse somme d'argent qui arrive, et puis il voulait transférer cet argent vers d'autres placements. Et donc, ça faisait un virement qui était effectivement inhabituel pour mon profil. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les jours que je vends mon appartement. Euh, et donc, la banque m'a appelé en me demandant, mais vous avez demandé un virement de tel montant? Oui, oui, oui. Et puis, pour vérifier que c'était moi, eh ben, elle m'a commencé à me poser des questions, disant, ah, bah, écoutez, ouais, combien d'enfants vous avez? J'ai 3 enfants. Et là, la banque me dit, ah bah oui, mais dans nos systèmes, il y en a que 2. Et je dis, oui, il y en a un qui est né entre-temps. Et là, il y a comme un malaise. On va dire, mais je vous jure, c'est moi, hein, c'est bien moi. Et ils m'ont demandé aussi, votre chéquier, est-ce que c'est un format portefeuille ou un format, on s'appelle, avec talon? Et je n'en savais rien. En plus, j'avais 2 comptes, un compte joint et un compte à mon nom. Et il se trouvait que les 2 chéquiers étaient de formats différents, les deux. En plus. Et j'utilise jamais de chèque en plus. Donc, j'en savais strictement rien. J'en sais rien. Et, et donc, ce moment de malaise où la pauvre employée de banque essaie de vérifier que c'est bien moi au bout du fil en posant des questions personnelles. Et à chaque fois, je tombais à côté. Euh, voilà, ça, c'est bon. On a réussi à s'entendre finalement avec le prénom des enfants, leur date de naissance, peu importe. Mais c'est pour dire que les banques vont poser plein de questions dès qu'il y a une opération inhabituelle. Et ça, elle va le faire plus ou moins bien, suivant la qualité de leur système et suivant la compétence de l'employé en face. Alors, à l'inverse, ça, c'est quelque chose. Je voudrais, encore une fois, apporter de la tempérance par rapport à. Voilà, on peut être vite vent debout par rapport aux banques, mais toutes ces réglementations aussi ont un côté protection. Effectivement, bah, ça va avec le côté. Voilà, je fais le parallèle avec la crypto où, bon, bah, j'ai fait mon champ de conscience, moi, d'investir dans cette classe d'actifs et je m'expose aussi aux risques qui sont associés. Et il y a tout juste un petit peu plus d'un mois là où j'ai été victime d'un hack sur un wallet où ils m'ont pris un peu plus de 30 000 balles, quoi. Et voilà, le truc, c'est que ce que j'expliquais dans une vidéo, je mettrai le lien pour ceux qui regardent en haut à droite, où j'expliquais, où je faisais le post-mortem de ce qui s'était passé. Bon, bah, responsabilité, quoi. Ok, bah, j'ai choisi d'y aller dedans. Il y en a qui appellent en disant, ah, il faut que Tommy Colette rembourse. Alors, il y a plus de 100 millions qui ont été volés, hein, donc il faut qu'il rembourse les utilisateurs. Enfin, les gars, enfin, vous croyez quoi? Ils vont rembourser 100 millions. On connaissait le jeu, hein. On sait ce qu'on risque, on sait que c'est un écosystème, il n'y a pas de mutualisation des risques. Donc, bon, bah voilà, hein, ça fait partie des risques auxquels, gros gain, ça va aussi avec ce type de risque, quoi. Et ça, je veux le rappeler aussi. Alors là, j'évoquais l'exemple de la crypto, mais moi, je connais des gens aussi à Maurice. Donc, Maurice, bah voilà, n'a pas toutes les contraintes aussi réglementaires, hein, que l'on peut trouver, notamment en Europe, ce qui, par certains côtés, a une certaine facilité au quotidien. Ah, et aussi, ce qui, dans le cas de fraude, moi j'ai des exemples de personnes qui se sont fait siphonner tout leur compte bancaire parce que les obligations de vérification du côté des Maurice sont beaucoup plus light. Ils disent même dans leurs conditions générales de vente, hein, ils disent que si jamais il y a une demande de virement qui est reçue, ils vont vous envoyer un email que s'ils ne reçoivent pas de réponse de votre part, c'est eux qui vont décider s'ils vont faire le virement ou pas. Et puis, c'est dans les conditions générales, c'est ce qui s'est passé, une grosse somme, on parle de 7 chiffres, hein, de quelqu'un qui s'est fait siphonner son compte comme ça à Maurice, et c'est parti, ça passe de compte en compte, et puis bye bye, comme pour la crypto au final, quoi. Et donc, voilà, petit rappel que ça va à moins de contrôle, moins de réglementation, et après, c'est des choix aussi, je dirais même de philosophie de vie, quoi. Ça va aussi avec moins de protection. Et que quand les risques se produisent, il faut aussi prendre ses responsabilités. Donc là, aujourd'hui, quand on a sa carte bancaire notamment qui est piratée, qui a des paiements qui sont effectués de manière
qui n'aurait pas dû être effectué. Enfin, sauf erreur, quand on est remboursé, aujourd'hui, c'est à la charge de la banque. Tout à fait, tout à fait. Le seul cas où vous n'êtes pas remboursé, c'est si jamais c'est de votre faute. De manière, si vous avez fait une imprudence, typiquement, si vous avez laissé votre numéro de carte, enfin votre code, votre confidentiel, Mm. voilà, et qu'il a été utilisé, là, la banque peut dire, non, mais là, vous avez vraiment été imprudent, on ne vous rembourse pas. Il faudrait Mais qu'il le même prouve en plus de ça. Enfin, ah, voilà. évidemment. Mais si jamais vous avez été piraté, qu'on a fait des opérations sans votre code confidentiel, donc ça, la banque peut le savoir, d'Internet, ou c'est dans des pays où il y a juste à passer la bande magnétique et il n'y a pas à taper son code. Dans ce cas-là, si vous dites non, j'ai ma carte avec moi, la banque est tenue de vous rembourser parce que c'est pas une imprudence de votre part et la banque doit, et c'est à sa charge, hein, elle doit tout rembourser. Donc c'est pour ça que la banque a estimé aussi beaucoup d'argent pour repérer les cas de fraude avant que les fraudeurs se fassent plaisir et ils siphonnent les cartes. Donc effectivement, vous êtes en tant que client en France, et je veux dire en Europe et dans la plupart des pays développés, hors paradis fiscaux, on est quand même très, très protégé en tant que consommateur. Euh, et pour les banques, il y a à la fois une contrainte et une force, c'est-à-dire que c'est une contrainte parce qu'elle doit faire énormément d'efforts pour s'assurer que il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas de blanchiment, etc. Donc, ça leur charge. Et de l'autre côté, ça permet aussi d'avoir confiance dans le système bancaire. C'est-à-dire qu'on met notre argent, on met toute notre vie dans une banque, mais on a confiance dans la banque parce qu'il y a aussi ces réglementations qui sont en place. Et tu citais des cas où si on va mettre son argent dans une banque ou une institution financière qui n'est pas aussi réglementée, protégée dans des pays moins regardants, ça peut avoir des avantages, mais c'est un risque aussi. C'est un risque qu'on comprend. Et, alors, ça amène d'ailleurs des choses parfois un peu ubuesques, hein. Typiquement, c'était cette semaine où je voulais recharger. J'ai pris un forfait Orange, mais Orange en mode pour les voyageurs qui sont en France, quoi. Et j'ai voulu recharger juste forfait. J'ai utilisé toutes les cartes bancaires que j'avais à ma disposition. Il n'y a aucune qui est passée. Certainement parce que ils avaient peur que derrière, ce soit une utilisation frauduleuse ou quoi que ce soit et que, ça soit qu'il y ait une demande de remboursement. Donc, et ça, in fine, c'est la banque qui va le payer, quoi. Tout à fait, tout à fait. Donc, les banques sont frileuses. Alors, ça, on parlait des virements, mais les cartes bancaires, c'est la même chose, hein, effectivement. Elles font attention à ça. Alors, quand même, ils poussent le bouchon un peu loin, typiquement, de demander. Moi, c'est un truc que j'ai entendu tellement de fois. Ok, on leur explique, voilà, je fais un virement, c'est je prends mon cas encore une fois, hein, mais j'ai des amis qui m'ont raconté des histoires similaires. J'ai même un ami qui, lui, c'était un virement vers un autre de ses comptes bancaires, et ils lui ont demandé de faire un papier pour dire que oui, il acceptait de faire le virement. En fait, et s'autoriser lui-même à faire le virement vers le compte bancaire. C'était un compte bancaire à son nom aussi, quoi. Voilà, ce genre de situation où, pareil, moi, il me demande de dire sur quelle classe d'actifs je compte investir sur le broker. Est-ce que là, on n'a pas quand même... Alors, est-ce que c'est par intention peut-être de... Je sais pas si c'est intention de nuire. Alors, je préfère dire, voilà, il y a ce dicton qui dit ne pas attribuer à la malveillance que la stupidité suffit à expliquer. Donc, alors stupidité c'est fort, mais en tout cas, à minima, peut-être un manque de connaissances, voire même parfois peut-être une question d'ego quand il y a un employé qui s'est engagé à réclamer des informations sur un truc qui potentiellement se rend compte que, ouais, bon, enfin là, j'ai poussé un peu loin. Est-ce qu'ils se retrouvent pas un peu bloqués en se disant, ouais, mais là, je perds la face et je me décrédibilise. Si je dis, ouais, bon, ok, excusez-moi, j'ai abusé dans mes demandes. Et est-ce que ce genre de demande de justification, de dire, ok, vous virez votre argent sur un autre de vos comptes bancaires, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça, c'est pas quand même pousser le bouchon un peu loin? Et comment gérer d'ailleurs? C'est effectivement parfois c'est rageant de devoir justifier ce qu'on fait de son argent à notre banque, hein. On se dit, mais ils n'ont pas à savoir, c'est mon argent, j'en fais ce que je veux. Et parfois, effectivement, les questions poussent un peu loin.
Alors l'origine des fonds est toujours importante, euh, et justifier, quand la banque demande de justifier l'origine des fonds, en fait, dans ce genre de situation, la pire des choses possibles, c'est de pas donner des justificatifs. Que la banque, Ouais. voilà, si vous donnez pas les justificatifs, la banque va, c'est Ça va pas rouge. ouais, voilà. Ça veut dire que ça sent très très mauvais, et donc elle va redoubler d'attention sur votre cas, ce qui est peut-être pas forcément ce que vous voulez. Après, l'utilisation des fonds derrière, c'est toujours délicat. Est-ce que c'est pertinent? Parce que de toute façon, si je suis un terroriste, je vais pas dire que je vais acheter une Kalachnikov avec. Et comment je peux prouver l'utilisation des fonds ultérieurs? C'est toujours un peu délicat. Donc, c'est plus pour information et pour croiser euh, ce qu'on a de la connaissance client euh, avec les informations qu'ils donnent. Donc, s'il y a des contradictions, là, la banque peut tiquer. Mais ce n'est pas la question qui va beaucoup renseigner la banque. Ce qui va beaucoup renseigner la banque, c'est l'origine des fonds, la justification de cette origine. Donc, si j'ai vendu mon appart, bah, c'est assez facile, hein. Je dis, bah, moi, j'ai vendu mon appartement, bah, très bien, donnez-moi le papier du notaire ou je ne sais quoi. Et donc, ça a un justificatif assez béton, hein, bah, opposé à la banque en disant, voilà, là, j'ai confiance en mon client, c'est bien une vente d'appartement. Et après, on a des demandes. Alors ça c'est chaque banque, hein, qui a ses propres règles internes pour demander les documents. J'ai cité le cas d'un quelqu'un qui était obligé de se faire un papier à lui-même, s'autorisant lui-même à faire le virement. Je ne sais pas si c'était le bon justificatif, hein, parce que, bon, à moins qu'il On parlait ça, sûr, on parlait d'un virement de 500K, quoi. Donc, c'est d'accord. pas non plus, c'est pas 5 000 €. Ouais, ça justifie, l'Auster, ça justifie de s'assurer que le donneur d'ordre est bien le client. Il n'y a pas eu usurpation d'identité. Donc peut-être qu'ils ont voulu comparer les signatures, hein, tout simplement. Ok. Ce qui est pas la sécurité la meilleure, mais bon, c'est mieux que rien, hein. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont voulu faire. Le côté autorisation, le fraudeur, bien sûr, il va s'autoriser lui-même à faire le virement. C'est pas un problème. Mais voilà, c'était un check de sécurité, à mon sens, hein. Mais effectivement, faire passer ça voilà, pour une autorisation, c'était un peu bizarre. Donc Et voilà, donc, tout un type de contrôle, de justification, et surtout si vous êtes dans cette situation, il faut répondre à la banque, parce que sinon, elle va stresser la banque, hein. Elle va pas vouloir faire votre opération. quand on a justement une demande qu'on trouve extrêmement intrusive et clairement, alors, il y a un côté, je reprends encore mon exemple, hein, parce que bah, c'est le mien et je pense il représente bien ce à quoi certaines personnes ont pu être confrontées, où ils demandent, OK, mais dans quelle classe d'actifs vous voulez investir? Et moi, j'ai absolument pas envie de répondre à ça. Et je suis en fait outré de devoir dire, mais bah ouais, bah voilà, je vais acheter de TT Gold, je vais acheter des small cap, je vais acheter. J'ai pas envie. Donc, que peut-on, comment peut-on réagir partant du principe qu'en face, on a quelqu'un qui, bon, bah, fait ce qu'elle peut avec les obligations que la personne a. Et quelle réponse on peut apporter de manière à dire, bah, leur faire comprendre qu'en clair, bah, non, j'estime que je n'ai pas à répondre à ça. Sans non plus arriver dans un truc où du coup le dossier est bloqué. Ou alors, est-ce qu'il faut tout simplement leur balancer, je dirais mettre peut-être son ego de côté et juste leur dire ce qu'ils ont envie d'attendre pour être débarrassés, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, c'est l'ego, c'est pas forcément la meilleure chose à mettre en face d'une banque qui a toutes ces contraintes réglementaires. Et bien sûr, c'est un humain qu'on a en face de soi la plupart du temps, hein. C'est un humain qui demande les documents. Euh, Bah, lui aussi, il a son ego, lui aussi, il a son chef qui est au-dessus de lui et qui lui dit: est-ce que tu as bien demandé ça? Est-ce que tu as bien reçu le justificatif et tout ça? Et donc, il a pas vraiment, enfin, il va pas lâcher l'affaire, hein, j'ai envie de dire, hein. L'humain qu'on a, enfin, l'employé de banque, hein, il demande les documents. Donc, jouer l'ego, bon, ça peut faire du bien à l'ego, mais ça va pas faire avancer les choses spécialement.
Donc, si la banque demande, voilà, qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Si votre but, c'est de faire passer la transaction et puis voilà, passer à autre chose, vous répondez le plus honnêtement que vous avez voilà, le plus honnêtement possible. Et puis la transaction passera. Et vous dites, si vous refusez de répondre, le refus de répondre, c'est encore une fois, c'est peut-être la pire. Enfin, si votre but c'est de faire passer la transaction, c'est la pire stratégie, j'ai envie de dire. Donc si on estime que bon bah voilà, on n'a pas à répondre à ça et quand même pousser le bouchon un peu loin, concrètement en fait, on n'a pas trop de on n'a pas vraiment de latitude quoi. Si on dit: «Bah non, je ne veux pas répondre à ça», imaginons jusqu'au boutisme. On dit: «Je ne veux pas répondre à ça». Ils disent: «Bon bah OK, bah à ce moment-là, on fait pas le virement». Qu'est-ce que je peux faire? Je change de banque, c'est ça? Je ferme mes comptes? Est-ce que je peux, je sais pas, leur rappeler un texte de loi? Est-ce qu'il faut que je fasse un courrier d'avocat? Il faut que j'aille voir, une association de consommateurs? Quand on arrive comme ça ou potentiellement imaginons, parce que moi aussi c'est ce que je me disais: «Mais d'accord, là elle me demande de justifier les actifs, mais qu'est-ce qu'elle va me demander encore après, cette personne? Est-ce qu'elle va me demander encore des éléments supplémentaires?» On a parfois quand on a déjà répondu à un certain nombre de questions, on se dit: «Mais c'est où la fin en fait? Moi je veux juste que mon virement soit fait». Enfin, c'est où, on se dit: «Mais où est la frontière entre OK, je fais mon taf et là je commence à être intrusif» ou limite, vraiment on se dit: «Mais» comme, moi en l'occurrence, j'avais refusé un call, j'avais pas répondu, on m'avait, voilà, souvent les conseillers bancaires, ils changent, régulièrement et donc on a un nouveau tous les 1 an et puis à chaque fois c'est: «Ah, faisons un point ensemble». Mais non, je suis désolé, j'ai autre chose à faire que de faire un point en vidéoconf pour que potentiellement vous parliez des produits que vous avez à pousser. OK, ils font leur taf, mais et donc moi je me disais: «Mais est-ce qu'elle me fait pas payer le fait que» parce qu'elle m'avait dit, «Oui, vous n'avez pas répondu à ma sollicitation pour un rendez-vous». Ouais, enfin, j'ai déjà fait un rendez-vous il y a 9 mois avec le précédent conseiller qui justement, vous êtes venu remplacer. «Je suis désolé, j'ai autre chose à faire quoi», mais du coup, j'avais pas répondu donc à un moment donné, on se dit: «Mais est-ce qu'elle» je sais pas, il y a pas le côté où: «Ah bah tiens, je te fais payer le fait qu'on n'ait pas eu de rendez-vous» ou que bon, on s'invente peut-être certainement aussi, on se fait des films, hein, clairement, souvent c'est beaucoup plus simple que ça, c'est juste qu'on a quelqu'un qui fait comme il peut, quoi. Mmh. Mais bon, voilà, ça pour dire, poser la question de: «OK, on arrive à un vrai blocage, ça n'avance plus». Alors c'est une bonne question et tu as raison, faut séparer 2 choses. C'est quand le conseiller vous appelle pour faire, du commercial et quand l'employé de banque, vous pose des questions sur votre transaction. Alors c'est pas toujours la même personne, même, quand ça escalade, c'est pas du tout la même personne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le conseiller bancaire, il va peut-être vous poser cette question, mais c'est la première ligne de défense. C'est-à-dire que si vous répondez pas au conseiller bancaire, il va escalader et là, c'est plus un commercial que vous avez, au téléphone. Là, c'est quelqu'un qui essaie de voir si vous faites des choses légales avec votre argent. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Hem, donc le conseiller qui vous demande un rendez-vous, bon, vous avez le droit de dire non, et c'est parfaitement dans le droit et il doit comprendre. Lui, c'est un commercial, il essaie de vous vendre des choses et malheureusement, c'est un métier très dur où souvent la réponse est non au bout du téléphone. Mais il a Bien sûr. l'habitude. Si vous lui dites non, poliment, bon, et il a l'habitude, il va pas le prendre personnellement, c'est pas grave. Il va passer au client suivant et puis c'est tout. Par contre, si c'est l'employé qui a reçu une alerte, qui, vous demande, d'où vient votre argent là, et votre virement, il va où? Parce que je vais juste m'assurer que c'est bien vous que j'ai au téléphone et pas un commercial. Là, il cherche vraiment à vous protéger, protéger la société, de manière dans son ensemble s'il soupçonne, du blanchiment ou du financement de terrorisme. Et on est dans une situation de blocage. Alors la banque a le droit de bloquer, les virements. Elle a même l'obligation de bloquer les virements, dans certains cas, hein. Si c'est un oligarque russe, Mmh. il n'a pas le droit de voilà, il n'a pas le droit de transférer son argent, il n'a pas le droit, c'est tout, point. Il y a pas de il a pas à il peut faire toutes les gesticulations qu'il veut, ça bougera pas. Ça bloquait. Voilà, donc elle peut bloquer votre virement, elle peut bloquer votre transfert, votre retrait, peu importe. Heu, Après il y a vous pouvez faire une réclamation à la banque. C'est un circuit classique et donc vous faites une réclamation à la banque, pour débloquer la situation. Et si malgré la réclamation, ça reste toujours bloqué, il y a ce qu'on appelle le médiateur
Donc, certains d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. On peut faire appel au médiateur qui va essayer, qui est indépendant de la banque, mais chaque banque a un médiateur, est rattaché à un médiateur. D'accord. Normalement, voilà, ces coordonnées, J'ignorais ça. voilà, ces coordonnées, coordonnées du médiateur sont disponibles, sont mises à disposition, souvent sur le site web de la banque. Et donc, vous pouvez contacter le médiateur et lui demander de résoudre la situation. Mais on ne peut pas forcer, il n'y a pas un article de loi qui dit si le client demande, alors la banque s'exécute. Ce serait trop facile pour les blanchisseurs, voilà, les terroristes, ce serait vraiment trop facile sinon. Donc, elle est absolument dans son droit de bloquer le virement autant de temps qu'elle le veut. Je veux dire, même au-delà du médiateur. Ok, il y a une médiation, ça n'aboutit pas. Le virement est toujours pas fait. Là, je pose jusqu'au bout de l'exercice pour savoir en fait quelle est voilà si on va jusqu'au bout, qu'est-ce qui peut se passer? Que la seule solution qui nous resterait, ça serait de dire bah je ferme mes comptes et je demande l'envoi de l'argent sur un autre compte bancaire. Il y aurait que ça en fait. C'est ça, faut comprendre que les banques ont leur système qui peut être plus ou moins lourd pour les clients. C'est pour l'équilibre entre sécurité et puis déranger le client. Faut pas on peut ne pas déranger du tout les clients, mais du coup, voilà, les trafiquants de drogue, ils sont très heureux d'être clients. Et puis de l'autre côté, l'extrême inverse, c'est demander tous les 4 matins à tous les clients de la banque, chacune de leurs opérations, leur poser plein de questions. Et du coup, ok, bon, les terroristes, ils sont dans d'autres banques, mais les clients, ils ne seront pas contents du tout. Donc, bien sûr, c'est un équilibre à trouver. Et si vous sentez que l'équilibre est un peu trop, on va dire, du côté de la sécurité par rapport aux pratiques, et bah, ça, c'est effectivement, c'est changer de banque. Et effectivement, il y a des banques qui sont plus ou moins spécialisées dans certains profils. Je pense qu'il y a notamment, par exemple, il y a des banques en ligne. Les banques en ligne, c'est difficile pour elles parce qu'elles n'ont pas le client en face. Pour connaître le client, savoir vraiment que c'est bien le client qui a donné l'ordre du gros virement, s'assurer de tout ça, c'est pas facile pour elles. Et la plupart des banques en ligne, leur cible, c'est plutôt le mass market, on va dire. Donc, dès que vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous faites des très gros virements, que vous allez investir sur de la crypto, ce qui est, voilà, c'est très bien, c'est votre choix, il n'y a pas de problème. Mais par nature, c'est un actif assez risqué d'un point de vue blanchiment. C'est comme ça. Donc, du coup, la banque va être un peu suspicieuse. Et si vous n'êtes pas dans le schéma, non seulement le schéma des clients types de la banque, mais en plus que vous faites des opérations très inhabituelles parce que voilà, votre activité ou vos investissements le demandent, eh ben, la banque va vous poser plein de questions. Et si la banque n'est pas, c'est pas dans son schéma, eh ben, elle va vous poser plein de questions. Tandis que si c'est une banque, il va y avoir par exemple des banques patrimoniales, et là ça coûte un peu plus cher, mais elles ont l'habitude des gens qui font des gros transferts, qui ont des investissements un petit peu plus complexes. Donc là, elles vont vous demander, elles vont avoir un service plus adapté. Donc ça peut être une solution effectivement, changer de banque. Et si vraiment c'est insupportable pour vous, essayez de trouver la banque qui a l'habitude de votre situation. Ok. Bon bah ça, merci, ça clarifie clairement sur la marge de manœuvre jusqu'au boutiste. C'est en fait c'est de fermer le compte et de changer le compte. Okay. Voilà. Alors on a parlé un petit peu au début de la vidéo sur la manière dont ça évolue en termes de couches supplémentaires en réglementation. Comment toi, tu perçois l'évolution justement de la réglementation bancaire à venir? Est-ce que vraiment ça ne fait que se complexifier et où est-ce qu'il y a un peu je dirais une lueur d'espoir, peut-être l'IA, je sais pas, qui viendrait un petit peu fluidifier tout ça et aussi peut-être limiter les coûts au niveau des banques, parce que j'imagine bien que c'est plus, j'imagine, je sais, pour avoir été entrepreneur en ces temps, 15 ans, pendant 15 ans, et de respecter la réglementation, de respecter les règles, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et donc le coût est juste phénoménal. Et de ce que je crois comprendre par rapport à ce que tu évoquais, ça ne s'arrange pas, donc c'est bien pour toi. Mais pour les banques et pour peut-être même les clients, c'est pas forcément rassurant. Effectivement, la banque, elle est soumise à un nombre incroyable de réglementations. Personne ne les connaît toutes. On est obligé d'être un peu spécialisé dans certains aspects de la réglementation.
Euh, et, et c'est vrai que c'est très lourd pour les banques, c'est très coûteux hein, aussi. Et à citer l'IA, c'est vrai que ça va peut-être les aider beaucoup. Et je sais qu'il y a eu un jugement au niveau européen qui a dit que l'IA était autorisée pour cibler et essayer d'identifier les cas de blanchiment et de financement de terrorisme. Donc, c'était pas forcément gagné hein, à la base. À la base, c'était des règles métiers. Hein, si montant supérieur à temps et virement dans tel pays, alors, et puis vous avez des milliers de règles de ce type-là. Mais l'IA est acceptée maintenant par le régulateur comme un moyen légitime de faire ça. Donc ça va peut-être aider les banques et les clients aussi, parce que derrière, plus on est pertinent en alerte, moins c'est coûteux pour la banque, parce qu'elle a moins d'alertes à gérer, mais mieux c'est pour les clients, parce que on leur pose des questions, on leur pose des questions quand c'est pertinent, pas tout pour chaque transaction. Donc l'IA va aider. La réglementation bancaire, elle a souvent été faite au fur et à mesure des crises. Donc, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un scandale, il y a une réglementation. Ça a été le cas, la plus grosse crise, hein, la crise de 2008. On a eu un paquet de réglementations qui est arrivé, qui était assez phénoménal. Malheureusement, je ne pense pas qu'on en ait fini avec les crises bancaires. Hein, ça vient de temps en temps. Et donc, effectivement, la réglementation, c'est très rare que les régulateurs enlèvent de la réglementation. Ils ont tendance à en rajouter. Parfois, ils sont sympas, ils essaient d'harmoniser les réglementations, par exemple au niveau européen. Voilà, pour une banque qui est sur plusieurs pays à la fois, eh ben, ça simplifie quand même beaucoup les choses d'avoir une réglementation plutôt que 27. Donc, il va y avoir beaucoup de choses comme ça. Et si, pour revenir un peu à la lutte contre le blanchiment, ça va être beaucoup plus de réglementation sur justement les actifs qui ne passent pas toujours par les banques. Donc, les cryptos, c'est le premier. Hein, c'est très intéressant. C'est une technologie très, très intéressante à la crypto. Mais il ne faut pas se le cacher, hein, c'est utilisé par les blanchisseurs et les fraudeurs. Hein, voilà. Et donc, il va y avoir de la réglementation là-dedans. Ça, on n'y coupera pas. Alors, on peut citer aussi l'investissement immobilier, où c'est connu, hein, dans l'immobilier, il y a du blanchiment, ça arrive. Hein, et jusqu'à maintenant, les banques étaient très regardées, mais les gestionnaires d'actifs immobiliers un peu moins. Et donc, du coup, il y a plus de réglementation et d'attention du superviseur sur ce genre d'actifs. Donc, pour donner un peu une tendance un peu générale sur ce thème de la LCBFT, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Pour l'acronyme. Voilà, ces petits acronymes du métier. Eh bien, oui, ça va se focaliser sur des actifs qui échappent un petit peu. C'est toujours pareil, hein, les blanchisseurs, on met une réglementation là, ils essaient de passer à côté. Et donc, on met une réglementation là, et puis voilà, c'est un peu le chat et la souris. Et donc, le petit jeu du chat et de la souris va continuer. Bon, je crois qu'on a passé en revue beaucoup de choses. Si jamais il y a des lecteurs qui souhaitent en savoir plus sur la conformité bancaire et potentiellement comment s'en protéger ou en tout cas en savoir un petit peu plus sur le sujet, où est-ce qu'ils peuvent, quelle source d'informations que ou sites ou médias tu leur conseillerais? Alors, en termes de médias, la plupart des médias couvrent hein, les grands scandales. Hein. Donc, vous allez s'ouvrir le journal, le grand scandale du Cum-Cum avec les banques françaises. Moi, je l'ai lu dans les Échos. Hein. Donc là, vous pouvez déjà, avec vous avez des cas pratiques de scandales, de blanchiment, et si ça vous intéresse, vous pouvez creuser un petit peu sur le scénario qu'ils ont utilisé. C'est toujours intéressant. Vous pouvez aussi regarder le site de Tracfin. Donc, Tracfin, c'est l'organisme qui surveille les transactions financières suspectes. Donc, ils ont un site web officiel. Et là, vous pouvez comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment les banques travaillent avec Tracfin pour alerter Tracfin et qu'est-ce que Tracfin peut faire pour bloquer les transactions qui sont suspectes vis-à-vis de toute la réglementation qu'on a citée. Voilà, c'est ce que je conseille. Après, je vous déconseille d'aller ouvrir la réglementation et de la lire en entier.
Là, vous en auriez pour des années. Donc déjà, avec les médias classiques, j'ai envie de dire, et puis le site de TracFin, vous aurez plein d'infos intéressantes. Effectivement, alors pour en termes d'orthographe, hein, c'est Tracfin. Voilà. Voilà, Je l'aurais mis avec un K en fait, c'est pour ça que je le précise. C'est K et non, c'est TRAC. Excellent. Ben, merci beaucoup, Quentin. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, pour remercier Quentin de son intervention. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez aussi des histoires qui vous est arrivé, des choses que vous voulez partager, mettez-les en commentaire. Quentin, merci beaucoup. Vous avez son LinkedIn en description. Si jamais vous voulez rentrer en contact ou juste le rajouter aussi sur LinkedIn pour suivre aussi ses actualités, je vous invite à le faire. Je le mettrai en commentaire avec Maglé aussi. Et merci encore pour Merci. vidéo pleine de valeur. C'était très sympa d'avoir accepté d'intervenir. Et puis, peut-être à bientôt pour une vidéo sur une thématique différente la prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut à tous!